Bonjour, bienvenue sur le stand des plantes fourragères. Donc, je vais vous présenter un petit peu la biodiversité qui sont spécifiques à cet ensemble d'espèces. Alors, ce qu'il faut savoir sur les plantes fourragères par rapport aux autres plantes que vous pouvez voir aujourd'hui aux journées biodiversité, c'est que les plantes fourragères, on en trouve partout de façon naturelle, que ce soit sur les bords de route, que ce soit en zone océanique, en zone continentale, en montagne, vous en avez partout. Ça couvre à peu près un quart du territoire français et en fait on en voit tellement qu'on n'y fait plus attention. On passe devant tous les jours sans les regarder. Donc les plantes fourragères, c'est un ensemble d'espèces. On a à peu près 15 espèces qui sont représentées ici. Vous les avez en semences. Donc ce sont des espèces qui se ressemblent mais qui ont des spécificités. On va le voir après sur le terrain. Ces espèces sont présentées ici sur ces panneaux. Dans les prairies, il y a des espèces qui font partie de la catégorie des graminées, il y a des légumineuses également. Donc on va essayer de présenter sur le terrain d'abord les graminées, puis les légumineuses et ce qu'elles peuvent apporter en association, et de voir comment nous, sélectionneurs, on peut à l'intérieur de ces espèces travailler et créer des variétés nouvelles. Donc on va aller sur le terrain. On est ici devant les parcelles représentant ce que l'on peut trouver dans une prairie, les différentes espèces qu'on peut trouver dans une prairie. Alors, ce qui est important pour un éleveur, c'est d'avoir de l'herbe toute l'année pour ces animaux, que ce soit des vaches, des moutons, des chevaux. Tout le monde mange de l'herbe, mange différentes catégories d'herbes, il faut qu'il y en ait tout au long de l'année. Donc c'est important d'avoir une production qui soit, je dirais, de bonne qualité, en quantité suffisante, que ce soit dans les prairies ou que l'herbe soit exportée. On a un ensemble d'espèces qui permet de répondre à cette problématique. Donc tout d'abord, la première espèce, c'est le raisin anglais. Je dirais que c'est l'espèce un peu passe-partout qui est utilisée, que ce soit en zone océanique, en zone continentale. On a différentes variétés qui peuvent répondre à ces problématiques. Donc en fait, le raisin anglais, c'est utilisé dans les prairies. On peut garder ça en prairie pendant à peu près 5 ans. Les vaches en fait vont pouvoir pâturer, être dans la prairie et manger en fonction de leurs besoins au jour le jour. Une deuxième espèce qui fait partie aussi des raigras, ce sont les espèces qui font partie des raigras d'Italie. Alors les raigras d'Italie, ce sont des espèces qui sont très productives au printemps. Ici, elles ont tellement été productives au printemps qu'elles ont été très appréciées par les lapins et les lièvres qui sont venus ici les manger. Donc on peut voir que ce sont des bonnes variétés qui sont bien appétantes et qui ont été très, très appréciées. Donc en raigras d'Italie, on a deux catégories. On a des raigras d'Italie alternatifs qui sont ici. Donc raigras d'Italie alternatifs, ça veut dire qu'ils épilent l'année du semis. Donc ce sont des raigras d'Italie qui durent 3 à 6 mois. Au bout de 6 mois, ils sont finis, l'éleveur doit retourner sa prairie et implanter autre chose. Donc c'est une espèce qui est très productive. On a aussi des raigras d'Italie qui sont non alternatifs ici. Donc là, ce sont des variétés qui vont monter en épi l'année après le semis. Ils ont besoin de passer un hiver pour pouvoir monter en épi et produire leurs semences. Donc en fait, ce sont des espèces qui durent à peu près 1 an et demi. Toujours dans la catégorie des raigras, on a, je dirais, l'intermédiaire entre le raisin anglais et le raisin d'Italie, c'est le raisin hybride. Alors c'est un hybride qui est naturel, qui existe de façon naturelle dans les prairies. Donc le raisin hybride allie un petit peu les productions d'un raisin d'Italie et la pérennité d'un raisin anglais. Ce raisin hybride, vous allez pouvoir l'exploiter pendant 3 ans dans votre prairie. Voilà, donc ici on a vu un petit peu qu'on a des espèces qui produisent bien au printemps, puis avec les raisins anglais, l'éleveur peut prendre le relais et continuer à nourrir son troupeau. On a aussi des espèces qui sont un peu plus particulières, qui se trouvent là-bas, qui sont le dactyle et la fétuque élevée. Voilà, vous voyez ici le dactyle qui est monté en semence. Donc là, ce sont des espèces qui, je dirais, qui sont plus rustiques, qui sont très résistants à la sécheresse, en particulier la fétuque élevée, à les racines qui s'implantent très profondément dans le sol, qui donc peut aller chercher l'eau, même s'il n'y en a pas en surface. Donc ce qui veut dire que même en période de sécheresse, même pendant l'été,
l'herbe peut continuer à pousser et donc l'éleveur peut continuer à alimenter son troupeau avec de l'herbe en quantité suffisante. Cette herbe, elle est exploitée soit en pâturage, comme on l'avait vu avec le régre anglais, soit on peut aussi l'exporter. Dans le premier cas, le pâturage, c'est la vache ou l'animal qui va à l'herbe. Si on l'exporte, c'est l'herbe qui est amenée à l'animal. On peut l'exporter soit sous forme de foin, soit sous forme d'enrubanage. Donc pour l'éleveur, ce qui est important, c'est d'avoir de l'herbe en quantité suffisante, on l'a vu. Donc pour ça, il existe tout un panel d'espèces qui est important. C'est aussi d'avoir de l'herbe de bonne qualité. On regarde à avoir de l'herbe qui ne soit pas malade. On regarde les qualités alimentaires. Il faut avoir de l'herbe avec un bon taux protéique, il faut avoir de l'herbe avec un bon taux de sucre qui soit digestible. Tout ça, c'est important pour l'animal. Alors ça, ce sont des choses que nous, sélectionneurs, on travaille. On peut aussi essayer d'améliorer, de jouer sur le taux protéique en ajoutant dans les mélanges des légumineuses de façon naturelle. On a par exemple ici un mélange à base de régre anglais et de trèfle blanc. Voilà, et donc ici vous voyez, donc on a la graminée qui est associée au trèfle. Ça permet en fait à l'éleveur de bénéficier d'un taux protéique plus important. Ce qui est important pour nous en tant que semenciers, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que cette biodiversité qui existe de façon naturelle, nous en fait on va l'utiliser pour créer des variétés qui soient améliorées par rapport à l'existant. Notre objectif dans une espèce, c'est de travailler à améliorer les caractéristiques de l'espèce et de proposer à l'éleveur quelque chose qui soit plus performant que ce qu'il a actuellement. Donc pour cela, comment on fait? En fait, on fonctionne de façon assez simple et naturelle. On observe tout d'abord la biodiversité, on regarde un petit peu les caractéristiques des plantes. On va chercher des plantes, par exemple en zone de montagne, si on veut qu'elles résistent à un climat froid. On va chercher des plantes en Espagne ou en zone méditerranéenne, si on veut justement qu'elles soient résistantes à la sécheresse. On les implante sur un site, on les décrit, on les note. Ça, c'est une première étape qui est de caractériser, identifier toute la biodiversité qu'on a pu rassembler. Une fois qu'on a fait cette étape, on peut passer à l'étape de création variétale, qui est de sélectionner les plantes qui nous intéressent, les meilleures plantes pour les usages que l'on a envie de mettre en évidence, de les assembler, de les croiser entre elles. Donc toute cette première série d'étapes, ça dure quand même le temps de noter et de croiser 4 à 5 ans. Ensuite, une fois qu'on a créé cette nouvelle variété, il faut l'évaluer. Il faut qu'on sache si vraiment elle apporte un plus par rapport aux variétés qui existent sur le marché pour l'éleveur. Est-ce que cette variété va être utile? Donc c'est encore toute une série de tests et d'essais qui sont mis en place et qui peuvent durer 3-4 ans également. Donc en fait, on voit que le temps de sélection est assez long. Il nous faut 12 ans pour créer une nouvelle variété. Là, on est en 2012. Donc les variétés sur lesquelles on travaille maintenant, elles seront vendues en 2020-2025. En 2020-2025, ce seront peut-être d'autres problématiques. Il faut qu'on puisse être adapté aux usages qui seront mis en place en 2025. Est-ce qu'on parlera encore de changement climatique? Est-ce qu'il nous faudra des plantes qui soient adaptées à la résistance à la sécheresse? Est-ce qu'il faudra d'autres usages? C'est tout ça qu'il faut voir. La biodiversité, en fait, on l'utilise au quotidien. Et pour les plantes pour demain, si ça se trouve, on n'est pas en train de regarder dans la bonne direction. Donc en fait, il faut aussi qu'on puisse conserver cette biodiversité pour pouvoir aller la rechercher et pouvoir donner une autre orientation à notre programme si jamais on en a besoin pour d'autres usages ou d'autres typologies qu'on n'avait pas encore vues, pas encore mises en évidence. Donc je dirais que la biodiversité, on s'en sert de façon quotidienne, mais c'est aussi un pari sur l'avenir. Quelque chose qui est important pour nous de cultiver et de garder.